Bonjour à tous et bienvenue pour le Rendez-vous des décideurs IT édition 2022, un événement digital pensé sous forme de webinaire avec de nombreux partenaires du groupe Bechley afin de vous accompagner dans les grands questionnements que vous pouvez avoir au quotidien. En l'occurrence, à force d'échanger avec vous, de répondre à vos problématiques, de vous consulter, deux problématiques sont ressorties pour cet événement. Le travail hybride, tout d'abord, qui était déjà le sujet de l'événement de Rendez-vous des décideurs IT de l'année dernière, mais aussi la RSE, la prise en compte de l'impact environnemental et social, voire même sociétal dans votre stratégie d'équipement, et donc essayer de faire correspondre votre stratégie d'achat en ce qui concerne les équipements informatiques à la stratégie RSE de votre entreprise. Autant de thèmes que nous allons traiter ensemble durant ces 2 jours, durant donc un certain nombre de webinaires. En attendant, afin de vous souhaiter la bienvenue sur cet événement, j'ai le plaisir d'être accompagné par Cédric Coutat, président d'HP France. Bonjour Cédric Coutat. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT. Merci d'être avec nous pour la plénière d'ouverture de cet événement. Nous avons également le plaisir d'être accompagné par Laurent Courteau, président d'InMac W Store. Bonjour Laurent Courteau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous des décideurs IT également. Et nous avons le plaisir d'être accompagné par Alain Baselga, président de Bechley France. Bonjour Alain Baselga. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également. Alors je le disais, il y a 2 thématiques phares pour cet événement. Travail hybride, un questionnement de long terme pour les entreprises, mais quand même avec une accélération depuis 2 ans sur tous ces sujets-là. Il y a eu le sujet urgence, équipement durant la pandémie, lorsqu'il a fallu mettre en place du télétravail massif. Et là, on ne parle plus de télétravail, on parle de travail hybride, workspace hybride, comment est-ce qu'on construit ça sur le long terme. Et puis il y a ce deuxième sujet, qui n'est plus, que les entreprises ne peuvent plus éviter parce que leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires n'acceptent plus même l'idée qu'on puisse éviter le sujet. C'est ce sujet de la RSE, de l'impact social, sociétal et environnemental de chacune des activités des gens qui nous regardent leur impact sur la société, l'environnement ou autre. Et donc à partir du moment où on réfléchit en tant qu'entreprise à diminuer son impact, on s'attend à ce que son écosystème fasse de même. Et donc, quand on est partenaire d'un certain nombre d'entreprises dans le secteur du numérique et qu'on est parfois pointé du doigt pour les émissions de gaz à effet de serre du secteur du numérique, on se pose la question de savoir ce qu'on doit répondre à un directeur ou une directrice des achats. 2 axes forts, donc Laurent Courteau, travail hybride et RSE. J'ai donné ma compréhension du sujet. Pourquoi est-ce que le groupe Bechley, aujourd'hui, en 2022, axe son événement Rendez-vous des décideurs IT autour de ces 2 thématiques ? Écoutez Nicolas, tout d'abord, c'est d'une importance primordiale pour nos partenaires et nous-mêmes de pouvoir partager notre apprentissage, vous l'avez très bien dit. Après avoir passé l'urgence concernant le travail hybride, on peut consolider, on a un peu plus de recul sur les choses. On sait globalement toutes les sociétés ont désormais une politique de télétravail. On se retrouve toutes et tous dans des environnements de travail très hétérogènes, avec le chien qui aboie, avec le soleil qui nous dérange ou avec plein de choses. Donc c'était important pour nos partenaires et nous-mêmes de partager avec l'ensemble de nos clients, Bien sûr. l'apprentissage et comment nous pouvons les aider à travers les solutions à gérer ce nouveau contexte qu'est le travail hybride. À le construire même pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Tout à fait, à le construire, à le vulgariser. Certains sont très avancés, d'autres beaucoup moins. Notre rôle, c'est d'éclairer la voie avec nos partenaires, justement de montrer quelles sont les bonnes pratiques pour permettre à tout cet environnement d'être le plus fin et le plus précis possible. Deuxième sujet, RSE. Concernant la RSE, on le voit bien, que ce soit à travers nos enfants ou autres, la partie responsabilité environnementale, écologique ou sociétale est de plus en plus importante. Que ce soit au niveau des entreprises, beaucoup d'entreprises ont fait des démarches dans ce sens-là. Bien sûr. C'est aussi le cas pour nous. L'objectif étant, de prendre en considération les impératifs comme la qualité de vie, la responsabilité sociétale, l'éthique dans notre business au quotidien, mais également une prise de responsabilité. Un des slogans du groupe est Take Your Responsibility, donc on doit tous prendre nos responsabilités par rapport à la partie environnementale. Et c'est le cas pour nous, c'est le cas pour nos clients et c'est le cas pour nos partenaires. Un mot toujours avec vous, Laurent Courteau, justement des partenaires, vous les mentionnez. Il y a 13 webinaires prévus sur ces 2 jours, donc divisés avec un certain nombre de partenaires du groupe Bechley qui prennent la parole sur les sujets travail hybride, d'autres qui prennent la parole sur les sujets RSE, le tout avec un même objectif, accompagner finalement les DSI dans leur transformation, leur questionnement, avec ce sujet de long terme quand même qui revient assez régulièrement dans tous les webinaires que vous allez pouvoir suivre.
après cette plénière, un mot peut-être sur les partenaires qui aujourd'hui viennent s'exprimer au rendez-vous des décideurs IT sur ces deux sujets clés. Globalement, on a choisi les partenaires avec lesquels on a les meilleures relations et qui ont les solutions les plus aiguisées dans le domaine de l'IT. Bon, c'est des noms connus, on ne va peut-être pas tous Non, bien sûr, il y en a beaucoup, vous les découvrirez, vous avez le programme sous les yeux. Il y Oui. en a beaucoup, mais typiquement, oui, ce sont des choix où on est convaincu qu'un bon nombre de nos clients utilisent ou utiliseront les solutions. Il est important d'entendre différentes voix dans ce domaine. Bien sûr. En dehors de la voix du groupe Bechleu que nous représentons, il est important aussi d'avoir une bonne compréhension de quelle est l'avancée de la transformation digitale et de l'hybridation dans un contexte sur lequel on consolide finalement. Après une phase de découverte, aujourd'hui on est en mode consolidation, toutes les solutions sont à maturité et c'est important justement à travers nos partenaires de pouvoir exprimer comment chacun a pu aussi s'adapter et adapter ses solutions à la demande du marché. Alain Baselga, je vous voyais acquiescer. Je vous propose de commencer par le sujet RSE. Le sujet RSE, qui n'était pas le sujet de l'année dernière, qui est un sujet qui devient prépondérant dans tous les questionnements de l'économie actuelle, et pas que d'ailleurs de la vie civile actuelle. On a eu une élection présidentielle il n'y a pas longtemps où les candidats étaient très challengés sur le sujet, les entreprises sont très challengées sur le sujet, les citoyens au quotidien sont très challengés sur le sujet. J'en reviens au sujet qui nous anime aujourd'hui. On a qui nous écoute un certain nombre de personnes qui se posent la question de savoir comment mettre en place une stratégie digitale la plus performante possible, mais aussi la plus performante énergétiquement possible, la plus efficiente énergétiquement possible. Et donc, ça passe par un choix de partenaire, une connaissance finalement de ce qui est mis en place chez chacun des partenaires. Et on commence par se demander finalement si les gens avec qui on travaille ont eux-mêmes intégré ces enjeux-là au sein de leur propre stratégie. Alors, en matière de RSE au sein du groupe Bechley, est-ce que vous avez une feuille de route sur le sujet? Est-ce que la RSE fait partie de la stratégie du groupe Bechley? Alors Nicolas, merci pour cette question parce que c'est vrai qu'elle est fondamentale. En fait, en préambule, j'aurais tendance à dire que la RSE d'abord était un projet, c'est devenu un programme et maintenant c'est devenu un mode de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment fondamental dans le développement d'entreprise, de la relation avec les clients au quotidien. Et nous partageons effectivement des clients en commun et dont un qui nous disait qu'effectivement, aujourd'hui, la RSE est un point fondamental de la relation entre le constructeur, le distributeur et l'utilisateur final. D'accord. Donc ça, c'est un point fondamental, on n'y échappe pas. Après, la RSE est un sujet complexe, c'est-à-dire que c'est vrai que vous avez pas mal d'axes au niveau de la RSE qui va même toucher jusqu'à ce qu'on appelle la marque employeur. Souvenez-vous de pas mal d'études qui sont vraiment quotidiennes et vraiment d'actualité, où les jeunes talents qui sortent aujourd'hui considèrent que le choix d'entreprise se fera d'abord par l'engagement, avant le job, avant le salaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on atteigne. Donc, pour dire que c'est vraiment un sujet qui aujourd'hui est un mode de travail, un mode de fonctionnement, et pas uniquement une vue de l'esprit. Ça, c'est bien fini, c'est un acquis maintenant. En dehors de ça, si vous voulez, la feuille de route de Bechley, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est une prise de conscience. Quel est le pouvoir de Bechley? Quel est son devoir du groupe Bechley, donc entre Ilmac et Bechley France, pour pouvoir effectivement tenir compte de ses engagements? On avait détecté aujourd'hui au sein du groupe, dans sa globalité, 4 piliers sur lesquels on travaille. On a effectivement l'environnement sociétal, on a effectivement toute la partie corruption, on a toute la partie développement durable. Et toute la partie de digitalisation du futur. Et en fait, ces points-là sont fondamentaux. En fait, la RSE est un sujet tellement vaste qu'à un moment donné, il faut bien commencer par des points. On avait donc défini ces 4 piliers. C'est intéressant ça, parce que les gens qui nous écoutent ont sûrement le même sujet aujourd'hui, de savoir de direction ou de gouvernance qui vont leur dire réduisez l'impact de notre IT, parce qu'effectivement, on a conséquence qu'il y a des émissions assez importantes, ou en tout cas, réduisons l'impact de l'entreprise au sens global. Mais derrière, la question, c'est comment on fait. Donc effectivement, il faut bien choisir quelque part. Donc vous, ces 4 piliers, vous nous avez dit corruption, donc j'imagine que c'est éthique au sens un peu plus large. Développement durable, impact sociétal et ensuite digitalisation. Donc là, c'est en gros, comment est-ce qu'on crée un avenir numérique durable et responsable? Durable et responsable, même en intégrant toute la partie, et d'ailleurs l'État le fait bien, toute la partie économie circulaire, etc. etc. D'accord. Donc, alors, je ne sais pas si on va peut-être détailler chaque élément, mais en tout état de cause, si vous voulez, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir pratiquement une feuille de route par sujet. D'accord, avec des objectifs. Avec des objectifs d'atteindre, des paliers intermédiaires.
et surtout les communiquer en interne d'abord, que ce soit un projet d'entreprise et pas simplement une vue de direction générale, c'est fondamental. Chacun doit prendre part à ces projets, notamment dans l'éthique. Quand on parle de corruption, c'est très important qu'il y ait cet échange entre le constructeur et nous, et le client et nous. Aujourd'hui, nous devons travailler dans un milieu de confiance, de transparence, de sérénité, et ça passe par là. Dans le développement durable, si vous voulez, en tant que distributeur, quel est l'impact qu'on peut avoir? Cet impact est au quotidien parce que nous, on se remet dans les bras, si je puis dire, pardon Cédric, de vos partenaires de nos partenaires, et en l'occurrence HP aujourd'hui, dans le sens où toute la production, et je ne renvoie pas la balle, loin de là, toute la partie production est chez HP. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir assurer aux clients que HP tient bien ce rôle, les bien prend conscience, et que nous, on puisse se fier aux partenaires qui ont pris réellement conscience de ça. Après, la partie durable également à notre niveau, et je me permets de sourire un tout petit peu parce qu'on vient juste de déménager. Et là, avant de prendre le TGV pour vous rejoindre en ce 22 juin, je me suis permis de prendre, je n'ai pas pris une petite photo, mais en tout cas, on va recouvrir le parking, par exemple, d'Ombrières, où on va pouvoir produire à peu près 60% de nos besoins d'électricité directement par des panneaux photovoltaïques. Donc, on est plein dedans. Donc, même si on n'a pas la main et toute la confiance après HP, on prend notre part dans le tri, dans l'environnement, dans le choix des déplacements, etc. Donc ça fait partie effectivement du développement durable et de la digitalisation du futur. Il y a tous ces points effectivement d'ancrage où je passerai la main à Laurent sur la partie travail hybride, où le monde et le bureau, ça sert à quoi effectivement de faire des allers-retours en permanence d'ailleurs pour une réunion? Bon, ok. Ensuite, il y a cette économie circulaire. Est-ce qu'on est obligé de changer un PC par mode? Est-ce qu'on est obligé de pouvoir acter, si vous voulez, des changements systématiques de votre environnement de travail, si celui-ci convient ou peut convenir en seconde vie à d'autres structures? Et ça, on l'intègre complètement dans le cadre de Béchelet. Alors, je retiens, d'ailleurs, c'est peut-être un sujet que vous allez aborder également, Cédric Coutat, ce sujet de gestion des partenaires, parce qu'effectivement, il y a tous les engagements qu'on peut prendre en tant qu'entreprise. Puis, ces engagements, il faut que les partenaires les tiennent. Les entreprises qui nous écoutent ont le même sujet, puisqu'elles ont référence des partenaires, qui eux-mêmes ont des partenaires, qui eux-mêmes ont des partenaires, qui eux-mêmes ont des partenaires. Il faut que toute la chaîne de valeur soit vertueuse. On reviendra dessus. Cédric Coutat, j'ai envie de vous poser la question de manière plus générale. Dans un premier temps, on a le plaisir de vous avoir donc, pour cette plénière d'ouverture du rendez-vous des décideurs IT. On va donc vous entendre sur ces deux grandes problématiques qui vont animer ces 2 jours d'événements. Sur le sujet RSE, quelle est la feuille de route d'HP France sur l'équipement du coup de tous les terminaux qu'on peut trouver en entreprise? Alors déjà, HP RSE, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN, c'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps. C'est maintenant extrêmement nouveau, mais nous, ça fait extrêmement longtemps qu'on travaille là-dessus. On a été reconnu récemment par des organisations mondiales, on a été reconnu en étant l'une des 5 entreprises à avoir eu la notation A à toutes les notations du Carbon Disclosure Project. On a été reconnu par le Wall Street Journal dans les top 10 compagnies sur tout ce qui concerne la responsabilité sociale. Donc on a déjà fait beaucoup de choses, mais on a décidé d'aller plus loin. On a décidé d'aller plus loin notamment sur la partie environnement. On s'est dit on va se mettre un objectif relativement simple. En 2040, 0 émission. 0 émission, net. Donc c'est un objectif très simple, il y a un chiffre, 0. Ok, d'accord. C'est un objectif assez agressif, mais c'est un objectif atteignable. Et du coup, pour ça, et on l'a évoqué, on est obligé pas uniquement de regarder nous-mêmes ce que l'on fait, on est obligé de regarder toute la chaîne, on est obligé de regarder en aval avec nos fournisseurs, avec toute la supply chain, et c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. On est obligé de regarder en amont du coup avec la supply chain, et en aval avec les clients. On est obligé de regarder en aval avec tous nos partenaires, et c'est vraiment important de regarder la vue totale de notre impact. On l'a fait également sur la partie produit, juste sur la partie produit où nous-mêmes, où on est au milieu, on doit designer différemment. On doit réfléchir à des changements de design de nos produits. Le premier produit qu'on a introduit, qui s'appelle le Dragonfly, qui est un produit qui était le premier produit à base de plastique recyclé. Au lieu de laisser le plastique aller dans les océans, on le récupère et on construit un produit et on utilise au maximum des matières recyclables à l'intérieur du produit. On l'a fait sur un ordinateur portable. On a décidé de le faire sur la totalité du portfolio. Maintenant, on a de plus en plus de produits. On vient d'introduire des accessoires, des sacs à dos. Les sacs à dos sont 70% en plastique recyclé. Donc, on essaye d'aller loin. Et là, on a décidé d'aller encore plus loin avec la partie cartouche d'encre.
sur lequel maintenant on récupère des cartouches d'encre. Elles vont, et ça c'est une initiative française, elles vont dans une entreprise en France. Dans cette entreprise, on récupère la cartouche, on la recycle et on recrée une cartouche d'encre basée sur toutes les cartouches anciennes que l'on a recyclées. Donc on essaye vraiment d'apporter notre touche produit pour faire en sorte qu'on arrive à être de plus en plus ou de moins en moins impactant sur l'environnement. Avec donc du coup, d'un côté, un travail sur le design, mais aussi sur tout le cycle de vie du produit, parce que je reprends l'exemple des cartouches d'encre. Effectivement, on le sait que ça fait partie d'éléments polluants dans l'IT. Donc là, l'idée, c'est de dire, bon, bah, à partir du moment où je les produis, je les récupère et je gère la fin du cycle de vie. Ça ne part plus dans une poubelle on n'est plus dans une démarche en disant ça n'est pas mon problème puisque ça n'est plus chez moi, ça reste mon problème parce que ça sort de mon usine. Et c'est extrêmement clé de faire comprendre à nos partenaires, de faire comprendre à nos clients que quand ils utilisent la cartouche, ne la jetez pas. On la recycle, on l'utilise et on en recrée une nouvelle. Donc c'est toute cette partie recyclage qui est super importante. D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, vous l'avez très bien dit, c'est toute la chaîne de valeur qui est impliquée. Bien sûr. Avec HP, on a des démarches communes justement pour certifier nos équipes sur un programme qui s'appelle Amplify Impact. D'accord. Je pense que ce que nous amène HP, nous devons de l'amener également à nos clients. Donc ils n'hésitent pas à nous contacter pour voir quelle est notre démarche et comment on approche. On a mis en place des outils, des indicateurs, grâce à l'aide d'HP, former les gens. Et je pense que la vulgarisation de cette approche passe à travers toute la chaîne de valeur, comme on l'a dit précédemment. Donc c'est un programme qu'on a mis en place, c'est un programme Amplify au global. À l'intérieur de ce programme Amplify, on va mettre une touche RSE dedans, qui s'appelle donc Amplify Impact. D'accord. Et le but, c'est d'aider nos partenaires, comme vous, à définir leur stratégie RSE, à les supporter là-dedans. Et ensuite, il y a toute une partie éducation des salariés. Sur la vingtaine de partenaires qu'on a aujourd'hui qui sont rentrés dans ce programme, Inmac W Store a été le premier partenaire à être certifié, avec plus d'un tiers des salariés qui ont été certifiés. Donc ça, c'est super important pour nous en tant qu'HP. C'est important que les partenaires avec qui on travaille ont les mêmes valeurs, ont la même vision, notamment sur le RSE, et là c'est le cas. Donc ça c'est super important. Oui, parce qu'on revient sur ce sujet chaîne de valeur, fournisseurs, partenaires ou autre, c'est qu'on peut définir la meilleure stratégie du monde à partir du moment où on est dans un écosystème où on dépend des autres. Il faut que ça se propage naturellement, que les gens qui vont ensuite proposer nos solutions ou les utiliser soient formés soient formés pour mettre en application ce qu'on a pu définir et le cercle vertueux qu'on a pu imaginer. Cédric peut-être d'abord. Et du coup on a exactement donc le programme Amplify sur la partie plutôt partenaire. On a exactement la même chose avec nos fournisseurs. On a des scorecards très précis avec eux où on fait des audits et c'est pas des audits en disant on va venir le 22 juin à 18h. C'est un peu vous ne saurez pas quand on viendra. C'est un peu plus confidentiel que ça. Donc on a vraiment voulu avancer là-dessus. Maintenant sur RSE, il y a un deuxième impact qui est super important parce que on peut dire aujourd'hui beaucoup de gens travaillent sur la partie environnement. Maintenant, il y a la partie sociale ou sociétale qui est super importante. On le fait à l'intérieur des entreprises HP avec un aspect diversité et inclusion. On veut vraiment faire en sorte que tout le monde a les mêmes chances de progresser, les mêmes chances de développement de carrière à l'intérieur d'HP. Ça, c'est pour moi la base. Bien sûr. Maintenant, on va plus loin. On était présent dans beaucoup d'associations. On a décidé de réduire un petit peu pour se focaliser et être plus impactant sur des associations avec en tête un des mottos de nos fondateurs qui était « No one left behind », faire en sorte que tout le monde puisse accéder à la technologie et qu'on aide un maximum de gens. Et du coup, on a pris, donc, je vais citer que 2 ou 3 associations, mais on a pris part dans Hours of Code, qui est plutôt pour les étudiants. On a pris part dans Les Déterminés, qui est plutôt pour supporter les gens qui veulent devenir chefs d'entreprise, qui ont déjà des projets. Et on a pris part dans Les Astroliens, qui est plutôt pour aider les seniors dans toutes leurs démarches informatiques, avec l'idée, encore une fois, de réduire cette fracture numérique pour faire en sorte que tous les gens aient accès à la technologie HP. Et quand je dis on volontairement, parce que ce n'est pas HP ou le comité de direction qui fait ça, c'est également tous les employés qui rentrent dans ces associations et qui donnent du temps pour faire en sorte qu'on réduise cette fracture numérique. Avec du coup une idée d'IT ou d'informatique ou de numérique comme solution à un certain nombre de problèmes que vous avez constatés sur lesquels vous avez décidé de vous engager. Oui, exactement. Avec une idée, aujourd'hui, il y a des choses toutes bêtes, mais si vous voulez faire une déclaration d'impôt et que vous avez 70 ans,
vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec l'informatique, vous avez besoin d'aide, là les astroliens vont pouvoir vous aider, et il y a des gens qui vont vous aider dans toute cette démarche informatique. Donc c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que la technologie ne soit plus un problème et que tout le monde ait accès à la technologie, du plus jeune âge à l'âge le plus élevé. Alain Baselga, vous vouliez réagir, alors c'était peut-être plus sur la partie environnement, dont on parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs points comme ça où je serais souhaité rebondir en ce que vous disiez d'ailleurs de manière commune. C'est vrai que HP, ça fait très longtemps qu'ils ont pris ce dossier en main, parce qu'il y a déjà quelques années, nous avions réalisé ensemble un événement qui s'appelait HP Autrement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on doit sortir du débat de la configuration, du débat de X giga, X méga, etc. etc. Aujourd'hui, les DSI qui nous écoutent aujourd'hui ont besoin de comprendre comment, pourquoi et à quel niveau l'industriel que peut être HP prend en compte toutes ces problématiques d'environnement. Bah, bien sûr. Ce qui veut dire que Cédric parlait du Dragonfly en ce moment, à l'instant, pardon. À partir du moment où vous avez Dragonfly en main, vous n'avez pas qu'un PC, vous avez vraiment un engagement de l'industriel qui est derrière pour dire que ce PC-là est l'issue énormément de réflexion, énormément d'engagement sur l'aspect environnement, sociétal, etc. Donc le schéma qu'on avait monté encore il y a très peu de temps avec HP, c'est de dire que vous avez effectivement un portable HP dans les mains. C'est pas qu'un portable, c'est vraiment un engagement industriel. Ça, c'est le premier point. Nicolas, donc, je réponds question un peu provocatrice, mais ça veut dire que ça n'est pas juste, je prends cet exemple-là, mais ça peut être un autre exemple, c'est pas juste le même PC avec un peu plus de plastique recyclé dedans pour qu'on m'explique que justement il y aura un peu moins d'impact dans mon entreprise. Non. Si vous voulez, c'est vraiment. Alors, je réponds à la place de Cédric. Je m'attends à ce que vous répondiez à un moment, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est complètement en dehors du débat. C'est ce que Cédric venait de dire à l'instant. C'est qu'à partir du moment où vous avez un PC, il y a effectivement la partie matière première, mais il y a comment elle est gérée, comment elle est acquise, comment elle est traitée. Et derrière, HP, je pense, qu'a été l'un des premiers serments industriels à prendre ça en conscience. Parce que pour parler d'une présidente un peu emblématique d'HP avant votre arrivée, Cédric, Pascal Dumas, c'est quelque chose qui était déjà à cœur et qu'on avait déjà partagé avec elle. Et nous, enfin, en tout cas Laurent et ses équipes et moi, on a à cœur de dire aux gens, vous n'avez pas qu'un simple porteur dans la main, vous avez vraiment un engagement d'industriel. Et ça, c'est important. Et le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, ceci sur le fait de la continuité de la chaîne. On a effleuré le sujet tout à l'heure. Quand vous avez un client en face de vous, vous êtes en train de le convaincre pour dire « je prends ma responsabilité, je suis garant de la responsabilité d'HP », sauf qu'entre le client et nous, on a un logisticien. Donc si tous les efforts d'HP, si mes efforts à moi sont réduits à néant avec le logisticien qui est au milieu, ça ne va pas servir grand-chose. Donc dans mon introduction tout à l'heure, je parlais de transparence. Il faut qu'on soit transparent jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'intégrer, alors à la fois, et ça Laurent sera beaucoup plus doué que moi pour en parler, parce qu'ils ont une logistique interne et toutes les précautions qu'ils prennent à ce niveau-là. Et nous, on travaille énormément avec nos logisticiens à nous, qui sont des grossistes informatiques, sur lesquels on leur demande également de s'engager, parce qu'à l'autre bout, il faut qu'on soit complètement transparent avec l'utilisateur final. Donc c'est un regard complet entre le PC qui est dans la main et comment il est arrivé entre ses mains. Laurent Courteau, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu notre jalon EcoVadis Gold cette année, de plus en plus, que ce soit nos clients. Et en fait, on parle beaucoup de nous et on ne parle pas des générations à venir. Mais je pense qu'il est important de préciser que ce qui paraît un effort pour nous est la normalité pour la génération de demain. Oui, donc c'est ça. L'acheteur de Les demain, décideurs d'aujourd'hui se mettent finalement à la page des exigences des décideurs de demain. Oui, je pense que le côté environnement, que ce soit sur des enfants de 15, 9, 10, 15 ans, que ce soit le côté parité, éthique, tout ça, c'est des choses qui sont innées, puisqu'ils ont grandi avec ça. Bien sûr, alors qu'on a l'impression qu'au niveau des entreprises, puisqu'on n'est pas la dernière génération, on a l'obligation de faire des efforts dans ce sens-là, tout en sachant que finalement, les générations à venir, ce sera un standard. Donc on a tout intérêt d'être plutôt en amont et de continuer dans ce sens-là pour permettre à l'acheteur de demain ou au DSI de demain d'avoir le perfect match. Bien sûr, et d'avoir un équipement, une solution, un accompagnement en phase avec ses attentes. Je vous repasse la parole, Cédric Coutat, parce qu'effectivement, je reviens sur ma question un peu provocatrice. Alain Baselga a répondu, a donné une partie de la réponse, mais j'imagine que vous avez peut-être envie de revenir un petit peu sur ce sujet développement produit. Non, oui, sur la partie développement produit, en fait, on réfléchit systématiquement à l'environnement quand on développe les produits. Donc là, on a beaucoup parlé du Dragonfly, parce que celui-ci, en plus, on lui avait donné une couleur bleue qui était assez
assez visible sur le fait que ça venait du plastique recyclé. Et c'était le but pour parler de ça. Maintenant, on le fait dans tout un tas de produits. On a regardé sur les touches des claviers, par exemple, si vous utilisez un Spectre, donc un produit consumer en l'occurrence, mais il y a des petits composants sous les touches qui sont faits en matière recyclée, qui sont faits en compost, pour être plus précis. Donc à la base, c'est du compost que l'on utilise pour refaire ces petits composants. Donc on regarde vraiment tous les détails où on est capable d'introduire ce recyclage. Ensuite, on regarde sur la partie packaging. Donc, on avait énormément de polystyrène dans nos boîtes pour transporter les ordinateurs et pour transporter tout ça. On a arrêté parce que c'est pas bon pour l'environnement. On a complètement changé. On est en train de demander de plus en plus à nos partenaires de dire essayons de limiter l'avion et mettons en priorité le train. Pour le transport. Pour le transport, parce que c'est nettement moins polluant. Et là, vous parlez de quoi? Du transport des équipements ou du transport des personnes pour aller dans un Non, du transport des équipements. Des équipements pour ramener tous les équipements en France. Bien sûr. Essayons d'utiliser un mode de transport qui est plus responsable, soit le train, soit le bateau. Et ensuite, dans notre choix, nous, des logisticiens, on va aussi choisir des gens qui sont capables d'être moins polluants que d'autres. Donc, de plus en plus, on fait nos choix comme ça, et de plus en plus, nos clients le demandent. On a de plus en plus d'appels d'offres où, initialement, la plupart du temps, c'était quel est le prix le plus faible que tu peux me donner. C'est plus une question de prix maintenant. Il y a un aspect technique, évidemment, mais il y a aussi un aspect quel va être l'impact sur l'environnement. D'accord, ça devient une exigence des acheteurs. Ça devient une exigence des acheteurs, et ça devient une exigence pas aujourd'hui, mais une exigence sur le long terme. On nous demande de plus en plus fréquemment, si je signe un contrat avec vous pour les 5 prochaines années, quel engagement vous pouvez avoir vers moi sur ma réduction d'empreinte carbone par rapport à ce que vous allez être capable de réduire. Et donc là, on commence à parler sur le plus long terme. Et c'est là où on voit que c'est super important d'avoir cette stratégie de nous HP, parce qu'on est capable de revenir vers nos clients et dire, bah voilà, nous, sur 4 ans ou sur 5 ans, voilà ce que l'on prévoit et voilà l'impact positif que l'on va avoir pour vous. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que quand on s'équipe d'un certain nombre d'ordinateurs, d'écrans, de smartphones ou autres, tout ce qui va concerner l'émission de gaz à effet de serre ou l'impact carbone de chaque équipement va rentrer automatiquement au bilan de l'entreprise derrière. Donc on comprend effectivement que ça passe dans sa stratégie de réduction d'impact sur l'environnement. Je vous propose d'arrêter ici le sujet RSE. On pourrait en parler pendant des heures, des jours. On pourrait rentrer dans chacun des détails, effectivement. Parce qu'il y a un autre sujet, et je reprends l'image que vous donniez. Effectivement, il faut acheminer un certain nombre d'équipements. Pourquoi? Parce que les entreprises sont aujourd'hui en train de construire leur workspace hybride, intégrer finalement cette idée que les collaborateurs, les collaboratrices peuvent travailler de chez eux, en mobilité, au bureau, elles recherchent la même expérience absolument partout et qu'il ne faut pas que l'activité de l'entreprise en pâtisse, il faut que la collaboration reste maximale, il faut que l'activité perdure et il faut d'un côté intégrer que c'est une volonté ou en tout cas une demande des collaborateurs, mais aussi presque une exigence des futurs collaborateurs de l'entreprise, des partenaires, des clients qui fonctionnent déjà comme ça. Donc les entreprises sont obligées de s'adapter. La question, c'est comment? Il y a eu l'urgence, Laurent Courteau, durant la pandémie. Pendant 2 ans, on a acheté des équipements pour pouvoir simplement se voir, se téléphoner, s'envoyer des mails à distance ou autre pour ceux qui n'étaient pas équipés. Maintenant, il y a cette question de comment est-ce qu'on construit ce travail hybride, cet environnement de travail hybride sur le long terme. Là, on a envie de demander au groupe Béchelay, et plus particulièrement à vous, Laurent Courteau, qui accompagnez beaucoup d'entreprises, comment on le construit? Comment est-ce que vous le voyez évoluer, cet environnement de travail hybride? Si on parle de long terme, quelle est votre vision un petit peu du sujet? Alors, la vision à long terme est plutôt simple. Après avoir fourni l'équipement, il faut l'exploiter, il faut le gérer sur le long terme et il faut surtout s'adapter à l'environnement de travail, qui est devenu multiple, avec des contraintes multifactorielles. Au tout début, je ne pense pas qu'on soit intéressé particulièrement au reflet du soleil, aux chiens du voisin, à la possibilité de travailler dans des endroits divers et variés. Oui, à la pollution sonore ou visuelle, à la pollution sonore, aujourd'hui, c'est un impératif. Quelqu'un qui passe derrière, on ne veut pas forcément le voir. Donc c'est quand même important de prendre en considération dans les équipements toutes ces parties-là. Donc, par exemple, avec la gamme HP Présence, il y a pas mal de recherches et développements qui ont été faits au niveau des caméras, de façon à ce que la luminosité puisse se régler seule. La réduction de bruit, qu'on utilise finalement tous à titre perso, quand on va courir, etc. Mais maintenant, ça a été intégré dans les périphériques B2B. La possibilité justement d'intégrer l'intelligence artificielle.
On ne va pas faire des réglages en permanence pendant la réunion, ce n'est pas agréable non plus. Donc il faut que ça puisse s'adapter de manière dynamique. Et je pense que les DSI aujourd'hui ont besoin d'une part de prendre en considération ce nouveau mode de travail dans un environnement qui peut être interne à l'entreprise, externe à l'entreprise. Par le passé, on parlait de phygital, le mélange entre le digital et le physique. Eh bien, notre ressenti et la vision, c'est qu'aujourd'hui, le phygital nous touche tous dans l'environnement de travail. Donc comment agrémenter et s'équiper au mieux, que ce soit en termes de salle de réunion ou en termes d'équipement, pour que ces fameux équipements s'adaptent à toutes les conditions de travail. Donc si je comprends bien, le vrai sujet, c'est comment je maximise l'expérience collaborateur, l'expérience de travail dans des environnements qui sont faits pour travailler et dans des environnements qui ne sont pas forcément faits pour travailler. Tout à fait, je pense que... Alors, outre le fait de maximiser ces différents environnements, il est important aussi de plus en plus de collecter la satisfaction et de maximiser l'expérience client. C'est ce que font les outils HP à travers des possibilités de questionnaires qui sont envoyés à l'utilisateur final qui va pouvoir se prononcer, parce que hormis le fait que on considère qu'effectivement ce soit la bonne solution pour le bon usage, pour le bon persona, ce n'est pas toujours le cas, donc il est important d'aller au plus proche. Il faut rappeler la chaîne. Donc l'ordinateur sort d'une usine HP par exemple, ensuite ça va passer par le groupe Bechley qui va peut-être conseiller cet ordinateur pour cet usage, il va convaincre un directeur des achats, potentiellement en lien avec une personne de la DSI, et derrière l'utilisateur final, il faut quand même qu'il ait son mot à dire à un moment. Donc là ce que vous dites, c'est qu'il faut faire remonter son utilisation à lui, son avis à lui ou à elle sur son travail au quotidien. Tout à fait, et puis ça nous amène à un point essentiel qui est aussi un point de la RSE, c'est la qualité de vie au travail. D'accord. De quelle manière on a pu appréhender le fait de rester chez soi pendant 2 mois. C'est pas toujours aussi évident qu'il n'y paraît. Bien sûr, puis 2 mois, c'était pas pour tout le monde. Il y en a qui sont restés beaucoup plus longtemps. Il y en a qui sont pas revenus. Beaucoup de sociétés sont en 3 jours, 3 jours au bureau, 2 jours de télétravail. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Pour l'avoir fait personnellement, c'est pas toujours évident de pouvoir expliquer à son écosystème familial qu'on est en train de travailler. Et qu'il faut que tout le monde se taise. Voilà, ça, on est physiquement présent, mais on va pouvoir faire à manger. Exactement. En tout cas, pas pendant la réunion en question. Oui, bien sûr. Et pourtant, il y a aussi du multitasking qui se développe, c'est-à-dire que je peux faire 2 tâches en même temps. Complètement, Donc je pense que c'est important. Mais c'est pas parce que je suis à la maison que je suis disponible. C'est ça. Et du coup, ça fait émerger un certain nombre de pratiques et de nécessité pour les entreprises d'être au plus proche de l'utilisateur dans son expérience. Et qu'est-ce que la qualité de vie de travail aujourd'hui? Il y avait la qualité de vie du travail au bureau et la qualité de vie du travail à la maison. C'est différent, ça amène de nouvelles notions. Et comme le disait Alain, oui, le monde est notre bureau, c'est vrai. Aujourd'hui, le monde est notre bureau. Et si je peux me permettre de rajouter, cette approche travail hybride touche également les générations futures, parce que ça fait partie de la marque employeur de pouvoir d'offrir ou pas, parce que ça dépend complètement des profils, mais on revient vraiment à l'individu, la capacité de pouvoir s'éloigner du bureau ou y revenir. Et il faut que... Il y a cette recherche de flexibilité, finalement. Flexibilité, j'ai utilisé le terme agilité, ça revient au même, et on s'engage même sur le futur, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Laurent citait la génération actuelle, mais celle qu'on va céder aux futurs cadres qui sortent des écoles aujourd'hui, qui auront leur propre mot à dire d'ici quelques temps. Oui, puis ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en tant que collaborateur, on ne comprend pas qu'on ne puisse pas partir un peu plus tôt, mais continuer à travailler dans le train, dans l'avion ou en voiture parce que ça arrange dans notre vie personnelle. Et à l'inverse, on ne comprend pas non plus que sur certains dossiers urgents, le collaborateur ou la collaboratrice n'ait pas pu avancer justement dans un cadre personnel ou autre sur des horaires de travail, puisqu'il avait la possibilité et tous les outils à disposition pour le faire. Donc il faut trouver le meilleur des deux mondes et le meilleur équilibre entre les deux. Et dans un environnement le plus sécuritaire pour l'entreprise, parce qu'on commence à parler des personnes extérieures, donc après il y a les impacts après sécurité d'entreprise. Alors, oui, Laurent, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet? On était vraiment orienté sur la partie, le travail à domicile ou des choses comme ça, mais on a un petit peu oublié que dans l'entreprise, on a dû aussi adapter. Il y a aussi des bureaux, il y a aussi des bureaux vides, comme beaucoup de monde. Et il y a aussi des bureaux qui se remplissent en fonction des jours. Et ça ne veut pas dire qu'on a toutes les équipes en même temps, au même moment, au même endroit. Donc il a fallu aussi adapter les équipements des entreprises pour permettre justement l'hybridation avec des collaborateurs qui sont en virtuel et des collaborateurs qui sont en physique. Alors qu'à la base, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc, Bien sûr. Je pense qu'au niveau des DSI, il y a une prise de conscience sur le fait de comment adapter la salle de réunion moderne
pour qu'elles puissent s'adapter à ces nouveaux usages. On a massivement équipé les gens chez eux et maintenant, effectivement, quand ils reviennent au bureau et qu'ils doivent faire une visio, mais qu'en fait, ils sont 5 au bureau avec un seul PC portable pour faire la visio, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut maintenant faire évoluer le bureau également. Le bureau également, et je pense que Cédric... Et Cédric, justement... En fait, juste pour rajouter quelque chose là-dessus, c'est toujours super agréable quand on a un de nos partenaires qui parle de nos produits, qui parle de nos solutions et qui les connaît aussi bien que moi. Donc, merci pour ça. C'est super important. Oui, donc dans cet aspect hybride, il y a deux choses. Il y a un aspect plutôt employé, il y a un aspect plutôt employeur au DSI. Bien sûr. Sur l'aspect employé, donc Laurent en a parlé, on a dit il faut absolument, toujours avec cette idée du no one left behind, il faut absolument quelqu'un qui soit en présentiel dans une salle de réunion, ou bien qui ne puisse pas et qui soit obligé de rester chez lui pour quelque raison que ce soit et travailler depuis chez lui. Il faut qu'on soit capable de faire en sorte que tout le monde puisse collaborer de la même façon et participer à la réunion de la même façon. D'accord. Donc HP Présence, merci Laurent, c'est deux choses, c'est les équipements des salles de réunion, aussi bien audio que vidéo, et la deuxième chose, c'est tout un tas de features que l'on a rajoutées sur les ordinateurs pour faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la mieux possible. Et pareil, aussi bien avec les webcams, Laurent n'a pas mentionné quelque chose, mais il y a un truc que l'on rajoute aussi, c'est l'apparence. On peut aussi faire en sorte qu'avec la vidéo, l'apparence soit meilleure. Donc, vous n'en avez pas besoin, mais moi, c'est mieux quand il y a un petit peu de filtre. Non, bien sûr que non. Et ça, c'est HP Présence. Mais après, on est allé plus loin. On a annoncé le projet d'acquisition de la compagnie Poly. La raison pour laquelle on fait ça, alors, il faut juste que je mette un petit disclaimer en disant, attention, c'est pas fini et on n'a pas encore toutes les autorisations des autorités pour ça, mais ça montre notre volonté d'être le partenaire idéal quand on parle de collaboration. Parce que là, ça rajoute à notre portfolio et on a vraiment une opportunité collaboration et même hybrid work qui est la plus totale quand on va venir vers les solutions HP. Et après, le deuxième aspect, c'est l'impact sur les DSI ou les inquiétudes que les DSI ont aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer, théoriser le meilleur environnement de travail hybride. Après, il faut que la DSI, que les personnes qui décident, qui construisent ça au quotidien, intègrent ça par rapport à ce qui existait déjà. Oui. Et comment est-ce que, quels sont les défis qu'on rencontre et comment est-ce qu'on règle les différents problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien. Ouais, donc, quand on réfléchit à un DSI, on dit... Une des inquiétudes, c'est comment je vais faire quand la personne est à distance pour faire en sorte qu'elle soit la plus productive possible. Aujourd'hui, si jamais, ou dans le monde d'avant, si jamais la personne avait un problème au bureau, c'était super simple, on allait voir le service informatique, on changeait le composant, il n'y avait pas de souci. Là, on a réfléchi à, je pense, le rêve de tous les DSI, comment est-ce qu'on peut faire pour que proactivement, on sache qu'un des PC va avoir un problème avec tel ou tel composant. Et que proactivement, on puisse lancer un ticket automatiquement, avec le contrôle du DSI, mais le lancement du ticket est automatique. La commande arrive, le composant est remplacé, et tout ça est fait de manière proactive, de manière à ce que l'impact sur l'utilisateur soit le plus faible possible. Et ça, c'est des solutions HP, comme le décrivait Laurent, qu'on est capable de mettre en place. Donc la solution, c'est pas de former le collaborateur à réparer son PC lui-même. Non, la solution, c'est pas de former le collaborateur. C'est plutôt l'idée d'être proactif sur, attention, il est fort possible qu'on ait un problème sur tel et tel composant, donc on va le changer. D'accord. La batterie, le SSD ou n'importe quel composant. Une autre chose que l'on doit mettre en place et qu'on a mis en place, c'est sur la gestion du parc informatique. Comment je sais, moi, en tant que DSI, que tous les derniers updates de sécurité ont été mis en place, tous les derniers updates de mes logiciels propriétaires ou des logiciels que j'ai dans mon entreprise ont été mis en place et ont été mis en place au bon moment. Et donc avoir toute la visibilité de ce qui se passe sur mon parc informatique et la visibilité de manière utilisable. Pas énormément de données, mais un dashboard très clair avec les 2, 3, 4 indicateurs et le DSI peut choisir quels indicateurs il veut voir, quels sont les indicateurs les plus importants pour lui. Pour suivre l'intégralité de son parc informatique. Pour suivre l'intégralité du parc informatique. Et ça, c'est également quelque chose qu'on met en place. Et la dernière chose qui est importante, et honnêtement, on a eu des soucis chez HP et maintenant, en interne, et maintenant, on a réussi à résoudre ça, mais on intègre des nouveaux employés. Dans le monde pré-Covid, c'était assez simple. La personne arrivait au bureau, elle recevait son package avec l'ordinateur. Oui, il y a le sujet d'intégration effectivement des nouveaux employés. Ça, c'est un vrai sujet dans un monde de travail hybride. On peut travailler pendant 1 an dans une entreprise sans avoir rencontré certaines personnes avec qui on aurait pu travailler au quotidien, avec qui on travaille au quotidien. Exactement. Et quand on était tout le monde au bureau, c'était simple parce que même si on n'avait pas un ordinateur pendant la première semaine, on arrivait quand même à s'asseoir avec un collègue, à discuter, à comprendre, à avoir un apprentissage à l'entreprise qui n'avait pas forcément besoin de l'ordinateur. Quand on est dans le monde hybride et qu'on travaille de la maison, si on n'a pas l'ordinateur, on n'est pas productif. Bien sûr. Mais pourtant, la compagnie vous paye quand même. Donc vous êtes
pas productif, mais la compagnie dépense. Du coup, maintenant, on a mis en place des services qui font en sorte que on livre l'ordinateur directement chez la personne. La personne est capable de démarrer l'ordinateur, avoir tous les logiciels de l'entreprise et être productif dès le premier jour. Et ça, encore une fois, c'est des services qui existent pas. Donc elle est attendue, cette personne. De la même manière qu'on arrive sur un poste de travail où là, on avait son PC, potentiellement des accessoires également. Là, en fait, on sent qu'on a un poste de travail qui nous est envoyé directement, alors à distance, mais on sent qu'on est attendu, qu'on est accueilli. Ouais, on sent qu'on est attendu, on sent qu'on est accueilli, on peut être productif dès le début, on peut commencer les vidéoconférences avec nos autres collaborateurs. L'expérience est juste bien meilleure grâce à ces nouveaux services. Laurent, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Pour revenir sur le fait que nous utilisons à travers l'offre DAS du groupe Becheleux les solutions HP. Donc on peut vous confirmer qu'effectivement, on a un dashboard qui nous permet d'aller vérifier est-ce que les mises à jour sont bien descendues. Je pense qu'on vit dans un contexte, tout le monde voit la presse tous les jours, la partie sécurité reste super importante, la partie mise à jour est impérative. En dehors et ça fait partie aussi de la satisfaction utilisateur. Vous le disiez très bien aujourd'hui, les RH sont partie prenante du onboarding à distance. C'est un peu compliqué à dire, onboarding à distance. Mais le welcome pack avec mon mug, etc., c'est important pour le nouveau collaborateur. On a nous-mêmes constaté à travers les phases d'embauche que quand on revient tous au bureau, le trombinoscope est nécessaire. On a vu les gens à distance. Il y a des histoires assez cocasses, effectivement. Puis, où parfois, on va se plaindre de son patron à son patron parce qu'on n'a plus le visage en tête. C'est toujours marrant. T'es qui, toi? Mais on est toujours ouvert pour la critique, il n'y a pas de souci. Ça nous fait grandir. Donc, oui, toutes ces solutions permettent effectivement une meilleure gestion, un meilleur onboarding. Et je pense qu'on en est qu'au début. Et sur le sujet des défis des DSI que vous constatez, vous, au quotidien, dans les échanges que vous pouvez avoir avec eux, quels sont les sujets d'angoisse qui ressortent? C'est ça vraiment, c'est le sujet onboarding et le sujet sécurité dont vous nous parliez? Oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment, on s'était dit, je veux une bonne expérience client, mais je ne veux pas la gérer. D'accord. À un moment, en tout cas, je pense que le marché s'est un peu orienté vers ça. Aujourd'hui, on dit l'inverse. On veut toujours une bonne expérience client, mais je veux la gérer de la manière la plus simple possible. Parce que les deux impératifs en dehors du poste de travail de l'équipement, c'est la modernisation des applications, la containerisation, l'agilité, et c'est ce qui font la force des sociétés globalement aujourd'hui. Donc il faut être le plus efficace possible, c'est comme ça qu'on se positionne avec le groupe Becheleux, pour libérer du temps au DSI sur la partie poste de travail, tout en garantissant qu'ils se sentent à l'aise avec les solutions qu'on propose et qu'il ait les indicateurs nécessaires pour pouvoir prouver par A plus B que finalement la démarche est la bonne et surtout que l'expérience utilisateur est la bonne. Et sans oublier qu'il y a aussi cet attachement à la culture d'entreprise. Et c'est bien parce que la personne est loin qu'il ne faut pas l'inviter dans cette culture d'entreprise. Donc c'est ce qui fait un peu la quadrature du cercle. Mais il faut tenir compte parce que la culture d'entreprise, c'est fondamental, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, j'ai envie de dire, ce sujet travail hybride arrive après une période où les entreprises effectivement ont développé leur culture d'entreprise, ont développé leur bureau physique pour développer la meilleure expérience collaborateur possible. Et là, il faut retransposer tout ça dans un monde hybride, virtuel mais aussi physique. Oui. Si je peux revenir sur la sécurité, c'était ma question. J'ai pas parlé sécurité initialement parce que ça doit être dans l'ADN de tout le monde. Et un DSI aujourd'hui, il doit être absolument convaincu que la sécurité est son plus gros problème. Et il doit être aussi absolument convaincu que avec les suites sécurité HP Wolf Security, et là tout le monde va avoir peur, mais avec les suites sécurité... Et Wolf, ça fait peur, attaque et ça défend. Mais le loup peut être un animal très affectueux. Mais avec les suites de sécurité HP, aussi bien sur la partie imprimante que sur la partie ordinateur, il n'y a plus de risque. On est tranquille, on peut être calme, on peut aller s'occuper et faire d'autres activités à valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'on a démarré il y a très longtemps aussi. On a démarré vraiment au tout début avec des choses basiques. Maintenant, on a un écosystème de logiciels sécurité qui est extrêmement abouti. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça devient très technique, mais juste pour expliquer une chose, quand on passe en monde hybride et quand les gens travaillent de la maison, forcément, la vie privée et la vie professionnelle se mélangent. Et donc forcément, on va faire des choses avec son ordinateur professionnel qui sont plus des choses personnelles que l'on ne ferait pas forcément au bureau. On va ouvrir des emails avec des PDF, ou on va aller sur des sites web sur lesquels on pourrait se faire hacker ou on pourrait récupérer des malwares. Et ça, c'est quelque chose avec SureClick, qui est une des fonctions dedans. C'est un petit logiciel qui fait que quand vous ouvrez un PDF, ça ne l'ouvre pas sur votre ordinateur.
ça l'ouvre sur une machine virtuelle. D'accord. Donc si jamais à l'intérieur de ce PDF, et énormément de malware arrive par les PDF, si jamais à l'intérieur de ce PDF, il y avait un malware, et bien tout simplement, votre PC ne sera pas impacté. Il ne sera pas impacté parce que vous l'avez ouvert sur une machine virtuelle. Donc en fait, ce sera la machine virtuelle qui sera impactée, mais ça restera au sein de la machine virtuelle. Exactement. Et du coup, votre PC n'étant pas impacté. Quand on referme le PDF, du coup, ça disparaît, c'est supprimé? Quand on referme le PDF, la machine virtuelle va être cleanée, le PC n'a pas été impacté, tout va bien. Si jamais on n'avait pas ça, potentiellement le malware est venu sur votre ordinateur. De l'ordinateur au travers du réseau, il s'est propagé sur tous les terminaux que l'entreprise peut avoir et l'entreprise peut se retrouver bloquée. Et c'est pas pour vous bloquer, hein, mais si j'ouvre un deuxième PDF, c'est sur une deuxième machine virtuelle? Ouais. D'accord. C'est pas sur la même machine virtuelle qui a déjà été infectée. Et de toute façon, vous ne serez pas impacté. Vous pouvez en ouvrir 200 si vous souhaitez. 200, je ne vous le conseille pas parce qu'après, il y en a d'autres. Voilà, c'est plus complexe à gérer. C'est plus complexe à gérer. Mais c'est vraiment un sujet super important et c'est un sujet sur lequel HP est extrêmement en avance sur la sécurité des postes de travail, aussi bien, encore une fois, les ordinateurs que les imprimantes. Oui, parce que je voudrais juste rajouter un truc, si je peux me permettre, c'est que ce que dit Cédric est hyper important parce qu'il ne faut pas oublier que le métier du DSI, c'est pas faire de l'informatique, c'est de donner tous les outils à sa propre entreprise pour qu'il puisse acter sur son métier à lui. Bien sûr. Et qu'en fait, l'informatique doit être un outil, comme lorsqu'on prend la voiture, on ne sait pas qu'il y a un piston qui monte et qui descend, et globalement, c'est pas un problème. Donc, les remarques de Laurent et de Cédric sont fondamentales, parce qu'en fait, la fonction première du DSI, c'est de donner tous les outils à son entreprise pour pouvoir avancer, et pour pouvoir exercer leur métier au quotidien. Exercer le métier premier. Et plus, on va dire, l'alliance HP, groupe Béchlé, donc Inmac et Béchlé, sera forte et sera effectivement techniquement avancée, plus de temps d'agilité on pourra offrir au DSI pour qu'il puisse se concentrer sur le métier premier. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir ça en vue aussi, parce que les DSI, ce sont nos amis, parce qu'on parle le même langage, mais il faut pas oublier qu'ils ont un métier un petit peu différent du nôtre, et que notre métier à nous, c'est de se casser la tête pour que lui, quelque part, puisse avancer. Que leur métier soit simplifié. Oui, tout à fait. Excuse-moi, c'est juste une parenthèse. Non, mais je comprends, bien sûr. Mais tu as raison, je pense que le maître mot, c'est un anglicisme, mais c'est le zéro trust, le zéro confiance. De toute façon, la base de la sécurité aujourd'hui, par le passé, c'était des petits bouts par-ci, par-là. On était certainement moins attaqués, moins exposés. On était dans le réseau de l'entreprise uniquement. Aujourd'hui, on se retrouve sur un Wi-Fi ouvert où on peut faire des tas de choses sur un Wi-Fi ouvert. Il faut quand même protéger l'utilisateur. Et je pense que cette démarche à travers HP Wolf, qui est la démarche zéro trust et zéro confiance, est un basique et un essentiel pour toute la sécurité des DSI. Je vous propose maintenant, messieurs, pour conclure, de prendre un tout petit peu de recul. Donc là, on parle de sécurité. Si on revient sur les deux sujets qui nous animent pour cet événement, donc travail hybride et RSE, Laurent Courton, on va continuer avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent, qui vont suivre un certain nombre de webinaires en lien avec leur stratégie, en lien avec leurs questionnements, en lien avec leurs angoisses? Moi, j'ai coutume de demander si on devait poser la première pierre demain sur une stratégie ou sur une autre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle serait la question qu'il faudrait se poser? Enfin, voilà. Vous avez un mot libre pour clôturer cette plénière. Et la réponse est de prendre contact avec le groupe Béchlé, qui tisse des alliances avec un bon nombre de partenaires pour fournir des solutions de qualité. Globalement, notre objectif, c'est de vulgariser la technologie, de devenir l'architecte IT des entreprises. Donc, je pense que... Voilà, globalement, c'est contactez-nous. Contactez-nous. Alain Baselga, même réponse à cette... Même réponse, bien sûr, en disant qu'effectivement, tous ces points sont forcément liés, parce que je reviens toujours à la génération future et à cette marque employeur qui est fondamentale dans les cadres et les talents qu'on recherche tous aujourd'hui pour accompagner le développement de nos entreprises. Donc effectivement, ce sont des points qui sont vraiment liés. C'est des points qui permettent d'ouvrir, une autre approche de nos métiers de demain, avec cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et en tout état de cause, pour répondre à votre question, Nicolas, comment démarrer? Je crois que c'est bien de connaître le statu quo et ce qu'on est capable de faire ou pas. Il s'avère qu'autour de cette table, on a des solutions assez simples pour permettre nos gens, effectivement, en télétravail, en tout cas en environnement hybride. C'est peut-être moins simple pour d'autres industries française. Donc en fait, c'est de pouvoir savoir d'où on part et qu'est-ce qu'on peut faire et où on veut aller. Bien sûr. Et s'entourer effectivement des meilleurs partenaires, comme nos amis constructeurs et effectivement HP qui est comme notre premier partenaire, et nos équipes internes qui ont l'habitude effectivement de traiter ce sujet. Un tout petit rajout. Un tout petit rajout, Laurent Courteau, bien sûr. Désolé, parce que je pense beaucoup à eux. On a parlé de logistique propre.
il ne faut pas oublier les gens qui ne peuvent pas faire de télétravail. Je pense que c'est important également. Dans le travail hybride, il n'y a pas que télétravail, effectivement. Voilà, il y a ceux qui ne pourront pas. Je pense à nos entrepôts tout particulièrement ou dans les usines. Donc il est important d'avoir une démarche aussi pour faciliter et continuer à faciliter la qualité de vie au travail sur des gens qui ne peuvent pas faire de travail hybride. Et qui pour autant ont quand même accès dans un environnement de travail hybride à des outils numériques. Tout à fait. Mais qui ne peuvent pas effectivement faire de télétravail. Cédric Coutat, du coup, le mot de la fin de cette plénière d'ouverture, et si on doit poser une première brique sur un sujet RSE, travail hybride, ou en tout cas de questionnement de DSI face au contexte actuel, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Non, je pense, déjà nous, on a essayé, on était précurseurs, on a essayé de venir avec un maximum de solutions. On pense qu'on a un bon portefeuille de solutions. Maintenant, on n'a pas la vérité ultime. Donc, je pense que les DSI, si vous voyez des choses qui sont importantes pour vous, auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui, venez vers le groupe Becheleux, venez vers nous. Et on essaiera de voir, peut-être c'est un manque d'informations et qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur ce qui est disponible déjà. Et du coup, on aura déjà la solution pour vous. Peut-être on ne l'a pas encore prévu. Et du coup, on verra ensemble comment est-ce qu'on est capable de designer ces nouveaux services qui rendraient la vie encore plus facile à nos DSI. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, c'était un plaisir d'être avec le groupe Becheleux pour avoir cette discussion. C'était un plaisir également de vous avoir dans ce plateau, Cédric Coutat, président d'HP France. Merci beaucoup. Merci Alain Baselga, président de Bechelais France. Et merci Laurent Courteau, président d'Inmac W Store. Merci à vous évidemment d'avoir suivi cette plénière d'ouverture du rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Et on vous souhaite un très bon événement. On espère que vous allez trouver un certain nombre de réponses ou en tout cas avancer un petit peu plus dans vos questionnements tout au long des webinaires qui vous sont proposés sur ces 2 jours.